Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. 2 semaines après la WDC, Apple est de retour sur le devant de la scène, mais cette fois au cinéma. La super production F1 avec Brad Pitt vient de sortir et elle est portée par une campagne publicitaire massive qui s'invite jusque dans nos iPhones. Apple en fait-elle un peu trop pour son film? On va en discuter avec Christophe. Dans cet épisode, on va également revenir sur l'intérêt marqué de Tim Cook pour Perplexity, sur la nouvelle étiquette européenne qui ne plaît pas trop à Apple, et sur CarPlay Ultra qui semble mal embarqué. Nous sommes le samedi 28 juin, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Si vous avez installé iOS 26 et macOS Tahoe juste après la WDC, il y a de nouvelles bêtas qui vous attendent. Apple a sorti au début de la semaine une nouvelle fournée de bêta qui corrige des bugs et rend le centre de contrôle lisible. Ça, c'est pas mal du tout. Salut Christophe, ça va? Salut Stéphane, écoute, ça va très bien et toi? Ça va bien, ouais. Est-ce que tu as installé ces bêta 2 sur tous tes appareils? Alors, sur tous mes appareils, non, pas encore, mais je pense que ça va être au final un assez bon cru, c'est iOS et iPadOS 26. En tout cas, c'est vraiment sur iPadOS que j'ai le plus grand plaisir à tester toutes ces nouveautés. Et je dois dire que ça relance même chez moi le débat peut-être d'acheter une nouvelle tablette. Ah, Et alors là, je retombe sur un débat qu'on a déjà évoqué. Est-ce qu'il vaut mieux prendre un iPad Pro 11 pouces ou un gros iPad Air? Parce que malgré tout, je trouve que cette nouvelle interface, donc moi j'ai un iPad Pro 13 pouces, elle s'exprime mieux sur un grand écran. ouais, c'est sûr, ça incite à prendre un grand écran pour mettre plein de fenêtres à l'écran. Ouais. Et je crois qu'Anthony a testé de travailler et surtout de brancher un écran externe à Oui. son iPad et que ça donne, ça prend encore tout son sens avec ça. On peut faire ça avec les puces M1, M2, etc. Ouais, c'est intéressant. Mais moi, alors jusque-là, iPadOS 26, c'était justement la bêta qui me posait le plus de problèmes. En fait, c'était quasiment inutilisable sur mon iPad mini 6. En fait, j'avais perdu la plupart des gestes. Les gestes ne fonctionnaient pas. Par exemple, sur l'écran d'accueil, pour passer d'une page à un autre moment, tu fais un swipe latéral. Ça marchait pas. Pareil pour le défilement. Il fallait que je m'y reprenne plusieurs fois pour faire défiler les pages. Et j'espère que la bêta 2 règle ce problème. Ça l'a pas réglé. Et puis, je me suis décidé finalement à restaurer mon iPad mini 6. Et en le restaurant, mais toujours avec la bêta 2, ça a finalement réglé le problème. Donc là, c'est un peu plus utilisable, heureusement. Parce que sinon, c'était vraiment la galère. Bon, de toute façon, c'est clair que c'est encore un chantier à ciel ouvert et c'est sans doute sur l'iPad que, il y a le plus de travail. Oui. On a vu que sur iOS, ils ont déjà corrigé pas mal de trucs. Bon, par contre, macOS, j'ai pas encore joué avec. On va débuter avec le gros sujet de la semaine. C'est la sortie au cinéma de F1, une super production financée en grande partie par Apple. Je vous donne le pitch en une phrase. Un ancien pilote de Formule 1 est appelé à la rescousse pour sauver une écurie au bord de la faillite. Bon, c'est plutôt du classique, hein. Alors Tim Cook espère que ce film sera aussi culte que Top Gun, et pour ça, il a mis de très gros moyens. L'acteur principal, c'est Brad Pitt. Le réalisateur, c'est Joseph Kosinski, à qui l'on doit Top Gun Maverick. Et dans l'équipe de production, il y a même le pilote Lewis Hamilton pour apporter une caution de sérieux. Et puis, il y a une campagne de marketing massive. Apple a mis à profit plusieurs de ses services pour promouvoir le film. Il y a des messages promotionnels dans l'app Apple TV, bon c'est plutôt logique, hein, mais aussi dans Plan, dans l'App Store, dans Fitness Plus et même dans Wallet. Des utilisateurs américains ont reçu une notification sans rien demander pour le film. Et puis il y a eu aussi toutes ces références lors du keynote de la WDC. Alors est-ce qu'Apple n'en fait pas un peu trop? Oh, tu crois? Ça me rappelle la promotion de Jurassic Park qui avait été pendant des mois, ça avait été un bourrage de crâne. Bon, par rapport à Apple, il manque effectivement le trophée Apple Watch. Je suis un petit peu déçu. Ceci dit, l'avantage de F1 le film, c'est que la campagne, malgré tout, de marketing a été faite sur un délai beaucoup plus court. Je crois que la pub sur Wallet a été très mal vécue. Voilà, la vie privée chez Apple, c'est un concept un petit peu à géométrie variable. Mais je suis étonné, effectivement, du nombre
d'action marketing. Donc, je crois qu'à Lyon, tu as le droit à une remise sur du popcorn. Dans certains pays, Dans tous les tu peux cinémas pâtés, t'acheter. ouais, c'est pas seulement Lyon, c'est tous les Ça, ouais. cinémas pâtés de France, ouais. Oui, pardon. Ouais. Mm. Et c'est en Amérique du Sud, tu peux, à la manière de ce que DAZN a fait en France, c'est-à-dire que tu peux acheter un menu Big Mac et tu as ta place de cinéma, c'est ça? Ah, c'est possible, j'ai vraiment du mal à suivre Ah, t'as pas... tellement il y a de choses autour du film. Mais alors, enfin, je vais être franc, il y a quand même des détails qui m'échappent. Parce que des fois, on est tellement tête dans le guidon, et puis le truc arrive, on se dit, ah, mais c'est comme ça. On est d'accord enfin, toi, je crois qui avait écrit cet article, avec la sortie de ce film, Tim Cook espérait donner un nouvel élan à son service de streaming. C'est ça, ouais. Mais Il alors, avait accordé une longue interview à Variety dans lequel il disait, voilà, vraiment, enfin, les références à Top Gun étaient multiples et il voulait vraiment faire un Top Gun, mais sur Apple TV+. Ouais. mais alors, ce que je comprends pas, il va sortir quand sur TV+? Parce que moi, je pensais qu'il allait sortir quasiment en même temps. Ah bah non, bah en France, en tout cas, c'est pas possible du Oui, fait oui, de alors la France, la on va mettre de chronologie côté des avec médias. effectivement. Il arrivera, alors je sais plus s'il y a une date communiquée, mais c'est dans les prochains mois, quoi. D'accord. Mais c'est là où j'ai vraiment du mal à comprendre. Donc, Apple pense qu'il y a des gens qui vont aller au cinéma, qui vont voir ce film, qui vont le trouver extraordinaire et qui vont tout de suite courir, enfin, qui vont sortir, rentrer chez eux et s'abonner tout de suite à TV+. C'est le truc qui me... ça fait une analogie un peu, tu sais, comme quand on allait, enfin, Canal+ a toujours été un peu moins maintenant le grand argentier du cinéma français, et donc on va aller au Canal+ et les gens donc sortaient du cinéma et tout de suite, oh Canal c'est super, je vais m'abonner à Canal. Et encore Canal, il y avait une stratégie qui avait tout son sens parce que si on remonte aux années 90 ou même au début des années 2000, bon bah tu prenais un abonnement Canal+, si tu voulais avoir un large choix de films, enfin il y avait quasiment que sur le marché, donc ça avait du sens. Mais là, j'ai du mal à comprendre. Enfin, le lien, c'est de se dire, le film F1 est un super film, je vais m'abonner à TV+. C'est ce passage de l'un à l'autre que j'ai du mal à comprendre. Ou alors ça fait un Si, super film après en backlog, quoi. Une fois qu'il est sorti, s'il marche bien au cinéma, bah, ça fait une valeur sûre, on peut dire, pour le catalogue d'Apple TV+, tu vois. clairement, ouais, je suis d'accord avec ça. Mais c'est qu'un film, parce que autant à la limite, ce serait une série, 5 saisons, enfin je veux dire, il y en a pour 20 ou 30 heures pour tout voir. D'accord, mais là, c'est juste un film de... Bon, alors Bah, il y il aura peut-être dure une 2 heures suite, et hein. demie, d'accord, mais... Peut-être que si ça Hein? marche bien, il y aura une suite, ce sera F2, F3, etc. Sans doute, mais à la limite, tu vois, ils auraient également, entre guillemets, la série Drive to Survive, donc qui est la série de Netflix sur la F1, en disant, ah, vous avez aimé F1 le film, bah regardez, vous pouvez encore consommer plus de contenu sur la F1, sur notre service. Je dirais pourquoi pas, mais ouais, c'est étonnant. Non, mais ça me fait penser que Apple est apparemment intéressé par les droits de la F1 aux États-Unis. Donc le film peut servir de point de départ pour ensuite se proposer sur TV+, les grands prix chaque semaine. Ceci dit, bon, tel qu'on a compris, la sortie de ce film en salle, ça devrait normalement permettre à Apple de rentabiliser ses coûts, parce que je crois que le film a coûté... Alors c'est toujours très compliqué parce que les chiffres sont toujours un petit peu officieux et des fois c'est un petit peu pour mousser, mais voilà, on parle d'un coût de 2 à 300 millions de dollars, voire même peut-être un peu plus. Et là, sans compter les actions marketing. De ce que j'ai pu lire, en tout cas en France, le film semble bien marcher. On n'a pas encore les chiffres aux États-Unis, mais ça semble plutôt bien s'annoncer. Et alors le truc qui est encore plus étonnant, c'est que donc comme je te disais, Apple espère se financer grâce aux rentrées en salle, mais Apple trouve les coûts de distribution trop élevés et réfléchirait à l'avenir à distribuer elle-même ses films au cinéma. Donc elle pourrait même créer une structure spécialisée dans ça. Alors bah écoute, enfin j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est sûr qu'on peut gagner de l'argent avec le cinéma, mais enfin il y a quand même 2 ou 3 choses. C'est quand même un business très aléatoire, le cinéma, hein. Eh C'est-à-dire oui. que tu peux faire x10 et gagner une fortune, comme ton film, alors qu'il a peut-être tout pour marcher, il peut faire un flop. Et puis il y a quand même un truc, enfin je sais que je vais passer pour un bon vieux réac, mais on s'éloigne quand même pas un petit peu de notre affaire là? Enfin, je veux dire, je sais que l'industrie du divertissement joue et est appelée à jouer encore un rôle énorme dans l'économie au niveau du XXIe siècle.
Mais enfin voilà, pourquoi pas? Mais enfin, il y a quand même enfin, on parle à longueur de journée de l'automobile, de l'intelligence artificielle. Enfin, je sais pas si ça doit être, la priorité des priorités pour Apple. Je suis un petit peu dubitatif en tout cas. Mmh. C'est vrai que Google et Microsoft, par exemple, ne se sont pas lancés dans du divertissement, comme ça. Google a YouTube, mais ils avaient essayé pendant un petit moment, de faire de la production pour YouTube et puis ils ont vite arrêté et finalement il reste plus que Apple dans la tech. Ah si, il y a Amazon. J'ai oublié Amazon aussi qui mise quand même beaucoup sur le cinéma avec les James Bond, mais Apple s'est vraiment lancé dans le business maintenant, faut s'y faire, ouais. On va passer à un autre sujet. Alors, bien qu'Apple dépense beaucoup d'argent dans le cinéma, il lui en reste suffisamment pour faire d'autres grosses opérations. Et il y en a une qui se dessine peut-être en ce moment même. D'après Mark Gurman, les dirigeants de Cupertino se demandent s'il ne faudrait pas acquérir Perplexity pour avancer plus rapidement dans l'intelligence artificielle. Perplexity, si vous ne connaissez pas, on peut présenter ça comme la fusion de ChatGPT et de Google. C'est un moteur de recherche qui répond directement aux questions qu'on lui pose. Alors, on est encore loin d'une potentielle acquisition, puisque le journaliste de Bloomberg précise qu'Apple n'a fait aucune offre à ce jour. Mais est-ce que ça te paraît être une bonne idée, cette acquisition potentielle de Perplexity? Alors j'arrive pas à y croire du tout. Ah bon? Oui, 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 ah bah, le problème, ce qui est assez curieux dans cette affaire, c'est que tout le monde en parle Ouais, et lorsque tu veux faire normalement une acquisition, bah, tu essaies de faire en sorte que personne n'en parle, tu fais le deal et puis après tu l'annonces. ouais. Et là, c'est-à-dire que quelque part, ça part très mal, dans un sens où, si tout le monde en parle, bah, c'est sans doute le meilleur moyen également de faire monter d'éventuelles enchères. Parce que je crois qu'on parle déjà d'une valorisation, quelque chose de 13 milliards de dollars, ce Mmh. qui est quand même très élevé pour Apple. Alors, tout d'abord, on va revenir sur Perplexity, parce qu'en plus, et c'est sans doute pour ça que Gurman et d'autres ont fait le lien, c'est que ça colle très bien ensemble. Moi, je trouve que c'est l'un des meilleurs services d'IA génératif. Alors, je ne sais pas forcément que c'est le meilleur ou qu'il a les meilleures technologies ou je ne sais quoi, mais il est simple, l'interface est soignée, enfin, c'est un outil dont on a plaisir à utiliser. Mmh. Finalement, il est très, quelque part, il est très Apple dans sa façon d'être. Enfin, je trouve Perplexity. Même le nom d'ailleurs est pas mal. En plus, bah, c'est un service qui est de plus en plus populaire, mais l'équipe est restée encore assez petite, c'est 250 personnes, donc c'est encore relativement facile à intégrer. Donc ce serait sans doute très bien pour Apple. Alors, le danger numéro un dans une telle acquisition, c'est de conserver les talents au sein de cette équipe, hein. Et c'est de faire en sorte que, voilà, on touche un crochet, que ça y est, on se casse, débrouillez-vous. Mais ceci dit, même pour le cours de l'action d'Apple, ce serait une bonne chose parce que les investisseurs reprendraient confiance et je pense que ça permettrait au cours de l'action de s'apprécier. Donc voilà, mais moi, je me demande si c'est pas déjà trop tard cette affaire. Et en tout cas, il y a une chose dont il faut être conscient, c'est que ça réglera sans doute pas les problèmes d'Apple à court terme, mais sur du moyen long terme, je pense que c'est effectivement quelque chose d'assez séduisant, sachant que ça risque d'être compliqué parce que à imaginer qu'Apple s'attache ses services de Perplexity, je pense que ça posera également des problèmes, et c'est pour ça que je ne parle pas de court terme, parce que les régulateurs vont se pencher sur cette affaire, et ça va faire perdre du temps. C'est pour ça que j'ai dit au début, j'étais dubitatif, mais ça paraît trop beau pour être vrai cette affaire. Ouais, mais c'est pour ça qu'on parle, enfin que Apple viserait Perplexity plutôt que alors OpenAI, bon, maintenant c'est a priori trop gros. Même Anthropic qui fait des très bons modèles, donc Claude, c'est son IA générative. A priori, ça coûterait trop cher ou c'est trop gros aussi pour passer au niveau des régulateurs. Perplexity, c'est une taille intermédiaire, on va dire, et ça paraît possible quoi, comme Mm. deal. On va passer à un autre sujet. Si vous vous êtes rendu dans un magasin ces derniers jours, vous avez dû voir une nouvelle étiquette à côté des iPhones. C'est une nouvelle exigence de l'Union européenne qui vise à mieux informer les consommateurs sur l'efficacité énergétique des smartphones et des tablettes. Alors les fabricants ont tout un protocole de test à suivre pour évaluer l'efficacité énergétique de leurs produits, ainsi que la résistance aux chutes et la réparabilité.
Le score d'efficacité énergétique est obtenu en divisant l'autonomie mesurée par la tension et la capacité de la batterie. Vous pouvez voir la formule dans les articles qu'on a consacrés sur le sujet. Alors, sur cette étiquette, les iPhones ont un bon score, mais pas les iPads. En fait, Apple se montre très critique vis-à-vis de ce dispositif. Dans un long livre blanc, elle déplore les zones de flou qui laissent chaque fabricant face à différentes possibilités d'interprétation pour les tests, et du coup des résultats qui peuvent varier tout autant. Alors, est-ce qu'elle est vraiment utile, cette étiquette ? Alors, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Ça part clairement d'une bonne intention. Par contre, j'ai une question. Lorsqu'elle a mis en place, enfin, lorsqu'elle a établi ce protocole, est-ce que les responsables l'ont fait dans leur coin ou est-ce qu'ils l'ont fait en collaboration avec les Apple, les Samsung et autres géants de l'industrie? Non, non, Tu sais ça? de mémoire, il y a eu des discussions avec les principaux acteurs de l'industrie, hein. L'Union européenne ne fait pas les trucs tout seul de son côté et après dit voilà, je vous impose ça. Il y a eu des débats avec les différents acteurs. Normalement, effectivement, l'Union européenne a tendance à fonctionner comme ça. Mais quand tu vois les reproches qu'Apple fait à ce protocole, et c'est des reproches que je trouve plutôt, enfin je veux dire là, Apple est plutôt on va dire dans une approche constructive. Je trouve ça un petit peu étonnant. Alors tout d'abord, il y a l'autonomie. Alors moi, je suis assez dubitatif quand on suit donc les protocoles mis en place de l'Union européenne. On voit que les 16 Plus et le 16 Max ont le même score. Pareil pour le 16 et le 16 Pro. Alors quand on fait des tests, mais même sans faire des tests très poussés, moi j'ai toujours noté des différences concernant l'autonomie. Voilà, habituellement le 16 Plus a quand même la réputation d'être le plus endurant. Et entre le 16 et le 16 Pro, bah, ça dépend. Et en même temps, pour être complet sur la question, moi j'ai les indicateurs donnés par Apple sur l'autonomie, ça m'a jamais très convaincu. Enfin, je les trouve un petit peu trop bruts. Enfin, ils sont vraiment mono-utilisation. Je trouve pas ça non plus très riche. Après, on est bien placé pour le savoir. C'est quasi impossible d'avoir un protocole, on va dire, béton. Chacun a son usage de son smartphone, hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont faire des tâches, on va dire, qui nécessitent beaucoup de puissance, que ce soit des jeux ou du traitement vidéo, alors que d'autres vont faire que des mails. Et puis, bah, il y a des facteurs extérieurs qui jouent tellement, bah, on le voit, enfin, l'autonomie d'un téléphone varie beaucoup en fonction du temps. C'est d'autant plus vrai en plus l'été qu'en plus on a souvent l'impression, on a souvent tendance à installer une bêta, donc ce qui est encore plus mauvais pour Oui, l'autonomie, mais ça, ça c'est autre chose. ça, c'est vraiment le pire Mais d'été, j'avais, hein. mais j'avais fait des tests à une époque. Moi, le facteur peut-être numéro un, c'est la qualité du réseau de l'opérateur. Et moi, j'avais constaté, enfin, j'avais fait des tests, alors c'était assez empirique, hein, mais que sur une charge, ce facteur, bah, ça peut impacter votre autonomie en fonction d'enfin, entre 30 minutes et 1 heure, ce qui est quand même pas rien, quoi, Ouais. hein. Bah, Apple en parle justement dans son livre blanc. Elle dit il y a un doute sur le protocole à utiliser pour tester la connexion au réseau. Est-ce qu'il faut activer une technologie ou pas utilisée par les opérateurs c'est une des questions qui est soulevée et c'est une technologie qui peut changer pas mal l'autonomie des smartphones. Ouais, alors, enfin, tu me corrigeras, mais si je caricature, c'est vraiment carrément, c'est couper carrément l'activité réseau du téléphone ou pas loin. Et c'est ça qui est fou, c'est que bah, le protocole n'est pas clair sur ce point. Et c'est pour ça que je posais la question de est-ce qu'ils ont fait ça avec les opérateurs? Et il y a une autre chose aussi que je trouve assez étonnante, c'est les tests de résistance aux chutes qui, selon Apple, ne correspondent pas à la réalité. Et là, enfin, un constructeur a quand même l'expérience de dire, ben, un téléphone, la plupart du temps, ça tombe comme ci, comme ça, et de se dire que le protocole ne correspond pas à la réalité, je trouve ça assez étonnant. Alors après, on va le dire, bon, c'est une version 1.0, ils ont tout le temps d'améliorer les choses. On parle de 4G, bon, bah, dans ces tests-là, on est quand même à une époque où la 5G est quand même démocratisée. Bon, on va, on va laisser la chance au produit et voir comment il évolue avec le temps, en tout cas. Oui, oui, il est prévu que cette étiquette aussi évolue au fil du temps pour se mettre à jour avec les nouvelles technologies. Ouais.
On va terminer le tour de l'actu en reparlant voiture. Alors, il ne s'agit pas de Formule 1 ce coup-là, mais de voitures plus traditionnelles. CarPlay Ultra a été lancé le mois dernier chez Aston Martin, mais ce que l'on redoutait un peu est en train de se produire. Plusieurs marques ont déclaré au Financial Times qu'elles ne comptaient pas prendre en charge cette nouvelle version de CarPlay plus complète. C'est le cas de Renault, qui trouve le principe trop intrusif. Renault faisait pourtant partie des constructeurs annoncés par Apple au départ. Le constructeur français aurait carrément dit à Apple, je cite, « N'essayez pas d'envahir nos propres systèmes ». BMW et Audi semblent aussi vouloir s'en tenir au CarPlay classique. Apple a répondu que d'autres constructeurs vont s'engager et qu'il faudra faire preuve de patience, mais ça semble quand même mal engagé pour ce CarPlay 2.0, non ? Ah bah, totalement. Non mais alors, CarPlay, lorsque ça avait été présenté, il y avait une vraie demande populaire. Et là, Apple avait la partie facile, regardez la technologie, c'est un vrai plus, il faut que les constructeurs s'y mettent. Il y avait la pression de ces consommateurs. J'ai envie de dire un petit peu comme Apple Pay. Les gens voyaient ça, non mais attendez, on peut payer avec son smartphone enfin j'allais dire en 2 clics, mais voilà, juste avec Touch ID, c'est formidable. Donc là, il y avait une vraie pression du consommateur. Là, je crois que CarPlay Ultra, le consommateur s'en fiche. Enfin, pour lui, ça n'apporte pas grand-chose. Bah pourtant, on avait fait un sondage, on avait vu, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais c'était assez demandé, en tout cas par nos lecteurs, par les lecteurs de ma génération. Oui, non, mais je veux dire, ce serait sympa de l'avoir, mais je suis pas sûr que ça changerait la vie, quoi. Déjà, il faut avoir la voiture avec 45 écrans et enfin, c'est déjà pas le. Je veux dire, CarPlay, ça intéressait tout le monde, enfin toutes les personnes disposant d'un véhicule. Là, déjà, il faut avoir un certain véhicule pour bénéficier pour vraiment apprécier CarPlay Ultra, j'ai envie de dire. C'est une simple, on va dire, écran de tablette. C'est moyennement intéressant. Alors, le problème par rapport à ça, c'est que il n'y a pas de modèle économique. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça va apporter à Apple, le CarPlay Ultra ? Bon, évidemment, ça permet de mettre l'iPhone au centre de l'expérience utilisateur, mais ça va pas plus loin. Mais surtout, qu'est-ce que ça apporte aux constructeurs ? Et c'est exactement la déclaration de Renault, elle est intéressante, qui dit, comme tu disais, n'essayez pas d'envahir nos propres systèmes. C'est-à-dire, à la limite, si le constructeur avait quelque chose à y gagner, je veux dire, voilà, mais la seule manière, à mon avis, de débloquer la chose, c'est qu'Apple mette la main au portefeuille et dire, voilà, bah, vous installez CarPlay Ultra, bah, je vous fais un chèque. Je suis pas sûr qu'Apple adopte cette stratégie. Mais le souci, de manière générale, c'est que, concernant CarPlay, il n'y a pas de stratégie claire. On se retrouve, le problème de CarPlay, l'un des problèmes techniques de CarPlay Ultra, c'est qu'il y a l'iPhone au cœur de cette stratégie. Mmh. Et voilà, si Apple voulait vraiment avoir une place prépondérante dans, on va dire, l'automobile de 2025 ou 2030, elle avait 2 possibilités. Soit il fallait qu'elle fasse sa propre voiture, on sait ce qu'il en est advenu, soit, mais là elle s'y prend carrément trop tard, elle va voir les constructeurs, regardez, j'ai fait un super système d'exploitation, pour vous, bah, vous allez économiser des sous parce que vous n'avez pas à le développer, et en même temps on a mis, il y a plein de services sur lesquels on peut faire du business ensemble. Ça aurait pu marcher. Mais ce petit truc-là, cette surcouche-là, un petit peu, j'ai envie de dire, bâtarde, j'ai un peu de mal à y croire. Et je pense que c'est toujours le même souci avec Apple. Apple ne peut pas imaginer une stratégie sans mettre l'iPhone au cœur de celle-ci. On parle là de CarPlay, mais c'est exactement la même chose. Enfin, on l'a vu aussi avec l'Apple Watch. Apple n'a pas voulu donner son indépendance à l'Apple Watch. Et par conséquent, le fait de lui avoir bloqué les ports d'Android, bah, enfin, on ne peut pas parler de ce qui n'est pas advenu, mais je pense que elle aurait quand même pu et potentiellement vendre beaucoup plus de montres connectées. Je reviens juste sur un petit point technique. Tu parlais qu'il faudrait des voitures avec plein d'écrans pour CarPlay Ultra. Techniquement, en fait, CarPlay Ultra s'adapte vraiment à tous les types de véhicules. Donc même une Tesla qui a un seul écran, CarPlay Ultra pourrait faire un affichage juste sur l'écran unique. C'est l'intérêt du dispositif, mais bon, voilà, on sait que Tesla... Oui, mais on l'a vu que l'intérêt d'Apple, et on le voit dans les démonstrations, hein, c'est quand même... Oui, puis de toute façon, les voitures se Ouais. dirigent plutôt maintenant vers plein d'écrans partout, et CarPlay Ultra s'adapte à ça. Ouais.
Mais je pense que, enfin, il y a un problème de timing qui est Ouais. largement dû à l'abandon tardif de la voiture d'Apple. Et ils se sont retrouvés, donc, on va dire en 2024, même si CarPlay, même si le nouveau CarPlay avait été présenté un petit peu en amont, plutôt en 2022-2023, et de se dire, là, qu'est-ce qu'on fait? Mm. Et on a l'impression qu'ils avancent leurs pièces petit à petit, mais voilà, il y a pas, ils n'ont pas une stratégie avec 3 ou 4 coups d'avance, et ça, c'est un vrai souci. Et bah, pendant ce temps-là, l'industrie automobile s'est organisée. Google a foncé sur cette opportunité depuis des années et des années. Et voilà, on a vraiment l'impression qu'Apple a raté le train. Écoute, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Sortie de Veille. Salut à tous, bon week-end.